on va vous présenter quelque chose qui a une longue histoire au Shift Project, le passeport efficacité énergétique. Avec Guillaume Piaton, qui est copilote de l'association qui s'appelle Expérience P2E et qui porte aujourd'hui le passeport, l'outil et la démarche. Et puis, un peu plus tard, on sera rejoint par Claire, qui est donc propriétaire d'un logement et qui a pu effectuer un passeport chez elle avec nous. Pour commencer, le passeport efficacité énergétique, c'est quelque chose qui a été imaginé notamment au sein du Shift dès 2012, 2013, 2014, qui a grosso modo, je ne vous en dis pas beaucoup, je laisserai Guillaume développer, mais qui a grosso modo pour objectif de développer, de massifier la rénovation énergétique en France dans les maisons individuelles. Et alors pourquoi dans les maisons individuelles et pas partout ailleurs, Guillaume ? On va essayer d'y répondre. Merci à tous, merci Jean-Noël de me passer la parole pour vous faire cette brève présentation de ce que c'est, de là où on en est et de là où ça va aller. Donc effectivement, le passeport, il a pour vocation, donc P2E, passeport efficacité énergétique, il a pour vocation à apporter une démarche d'accompagnement pour que tout chantier de rénovation qui démarre soit un chantier performant et qui aille au bout, donc un chantier global, un chantier complet. Alors, moi, pour ma part, donc Guillaume Piaton, je suis issu du milieu des bureaux d'études dans le bâtiment. J'ai fait 5 ans en bureau d'études thermiques du bâtiment. J'ai rejoint l'expérimentation à partir du moment où elle était concrète, c'est-à-dire il y a 2 ans qu'on commençait à écrire vraiment l'histoire d'Expérience P2E. Pour revenir très rapidement sur les enjeux énergétiques du secteur immobilier en France, donc si on le redécoupe, ça c'est des données issues du Shift, donc vous connaissez j'imagine. Si on redécoupe le secteur immobilier en France, c'est 3/4 de résidentiel. Si on zoome sur ce résidentiel et qu'on essaye de découper en fonction des consommations d'énergie finale par typologie de logement, on a le secteur de la maison individuelle, donc comme tu le notais, qui est un secteur diffus et qui pourtant est moins adressé que le reste, ou en tout cas où il y a moins de logique d'accompagnement. Et pourtant, il représente près de 2/3 des consommations en énergie finale du résidentiel. Et à l'intérieur de ça, on a aussi... on a 12 millions, donc on a 16 millions de maisons individuelles diffusées sur tout le territoire à rénover de manière performante, et 12 millions d'entre elles sont avec des propriétaires occupants, donc qui ont la main sur le projet. Donc c'est aujourd'hui ceux-là qu'on adresse en priorité. Soit dit en passant, l'expérience vise plus tard à s'adresser aussi aux copropriétés, mais là la cible prioritaire c'est celle-ci, avec plus de la moitié de ces maisons qui ont été construites avant 75, donc avant la première réglementation thermique, donc grosso modo qui sont des passoires énergétiques. Il y a une nécessité de rénover, si on veut atteindre les engagements de la stratégie nationale bas carbone, de rénover ces 16 millions de maisons individuelles d'ici 2050. Donc qu'elles atteignent, l'objectif c'est qu'elles aient des consommations de l'ordre du bâtiment basse consommation, donc 80 kWh d'énergie primaire pour le chauffage et l'eau chaude d'ici 2050, et qu'elles soient aussi bas carbone, c'est-à-dire à environ 3,5 kg de CO2 par mètre carré par an, à cet horizon-là. Donc les travaux d'Expérience P2E visent à adresser ces enjeux-là. Aujourd'hui, on a différents types de parcours de rénovation chez un particulier. On sait très bien que c'est beaucoup plus rationnel de faire une rénovation complète et performante en une seule fois, à la fois sur les coûts d'installation de chantier, sur les nuisances sonores que ça peut engendrer, et surtout sur les interfaces entre les différents lots techniques d'un bâtiment, la jonction entre le mur et mes menuiseries, ma ventilation, mes ouvrants, etc. Cependant, on remarque, c'est un état de fait, que dans la réalité, une grande partie des parcours de rénovation se font un peu par étapes, par petits bouts, etc., ce qui a tendance à tuer le gisement. Donc P2E, expérience P2E,
ne met pas de côté du tout la rénovation complète et performante en une fois, mais tente de pouvoir proposer des accompagnements sur tous ces autres parcours-là, sur lesquels on risque de tuer le gisement, à ne faire les choses qu'à moitié, à ne pas atteindre les performances nécessaires lot par lot. Donc, juste pour revenir sur l'historique, comme Jean-Noël est mieux placé pour moi, je vais lui redonner la parole sur d'où sort exactement le projet. Donc effectivement, je vous parlais d'un projet avec un long historique au sein du Shift. C'est en 2013, on a publié un rapport qui proposait un plan national de rénovation du parc immobilier français à horizon 2050, cohérent avec le facteur 4, donc la division par 4 des émissions de CO2. Et dans le cadre de ce plan, il y avait 6 propositions. Je vais vous en citer 2. Une des propositions, c'était la mise en place d'un signal réglementaire qui, en gros, oblige à la rénovation des maisons des logements les plus énergivores. Petit à petit, on rénove d'abord au niveau BBC les logements F, ensuite G, on remonte en fait, bien sûr, dans le temps, c'est-à-dire pas tout de suite, mais progressivement. Une autre de ces propositions, c'était la création, pour faciliter ça, d'un passeport efficacité énergétique, qui est le dispositif qu'on va vous présenter ici, et qui a aussi cette idée de phasage dans le temps des travaux. Donc c'est un moment où on se projette vraiment dans le long terme. 2050, c'est encore du long terme. Et on projette, avec une feuille de route de travaux, on projette ça. Bon, ça c'était 2013. Ensuite, on a attendu que la puissance publique se saisisse de la question, mette en œuvre un passeport efficacité énergétique. Il y a eu quelques signaux positifs, mais ça n'a pas été tout à fait conclusif à l'époque. Donc on s'est lancé dans ce qu'on a appelé un développement alpha, une première étape de développement du projet numérique. Et on voulait expérimenter à l'époque. Finalement, on a abouti à un outil qu'on pouvait utiliser, mais on n'avait pas les épaules pour faire le déploiement avec des régions à l'époque, même s'il y avait un intérêt politique de collectivité. Et donc, on a fait un petit saut dans le temps et on a monté une association qui a pour but de porter le développement, l'expérimentation du passeport. Cette association s'appelle l'association Expérience P2E. Elle a été créée donc en mai 2016 et elle est fonctionnelle depuis lors. Et elle rassemble en fait des acteurs qui étaient dans le groupe de travail du Shift avant, Schneider Electric, Cercle Promodule, EDF, Saint-Gobain, et d'autres qui étaient aussi partie prenante comme Efinergie, Qualitel, Qualitel et Promotelec, nous y avons rejoint un peu plus tard. Je salue ici Jacques Perrochat, avec qui nous travaillons, Jacques Perrochat de Schneider Electric et Cercle Promodule, avec qui nous travaillons très bien. Et puis ensuite, une fois que l'outil était opérationnel en tant qu'outil numérique, on a travaillé avec le Grand Est, la région Grand Est, qui a un dispositif qui s'appelle Octave. C'est une société d'économie mixte, qui a pour but de développer la rénovation énergétique des maisons individuelles principalement, et l'agence locale de l'énergie et du climat de Angers-Loire Métropole, qui avait déjà développé sur, en gros, à peu près Excel, un passeport en suivant les recommandations qu'avait faites le Shift à l'époque et qui ont souhaité nous rejoindre dans cette nouvelle aventure qui est Expérience P2E. Alors, quels sont les enjeux de l'association Expérience P2E ? Alors, tout d'abord, les objectifs poursuivis, c'est d'identifier ces fameuses pistes de déploiement du passeport P2E. Donc, c'est déjà en cours. Là, on parle de territoires qui nous ont rejoints et d'autres encore avec qui on est en contact. Effectuer un ordre de grandeur de 100 passeports d'ici l'été 2018. Là, on a déjà atteint cet objectif sur une première phase qui s'est terminée là, en mai. Et une nouvelle phase est en cours. Donc, on sera au-delà. En faisant tout ça, on voudrait fédérer aussi les autres initiatives de passeport. Donc ça, c'est plutôt fait à l'échelle européenne. On en reparlera après. Comment faire ça ? L'expérimentation dure 2 ans. Elle va continuer un peu au-delà. Grâce à un outil qui est basé sur des combinatoires de performance énergétique, dont je vais vous parler après.
qui donne à chaque particulier une feuille de route des travaux, qui sont compatibles bâtiments basse consommation à horizon 2050, donc qui permettent d'adresser ces enjeux énergétiques du résidentiel en France. Alors par qui sont faits ces passeports? Dans les territoires au plus près du terrain, ça c'est la finalité, c'est ce qu'on imagine, par des experts en rénovation qui peuvent être de multiples compétences. Aujourd'hui c'est assez ouvert, donc il y a eu des architectes, des bureaux d'études, quelques entreprises, quelques conseillers info-énergie, et de faire des retours d'expérience de tous ces passeports qui sont faits, en nouant par ailleurs en même temps des partenariats avec les différents acteurs de la filière, les différentes autres initiatives de passeports, et de pouvoir éventuellement par là même faire évoluer les bonnes pratiques en termes d'audit et de bonnes pratiques sur les chantiers. Alors, la philosophie du passeport, elle peut se voir un peu comme quand on va chez un généraliste, on a une maladie, un symptôme, on commence d'abord par faire un état des lieux là, de notre corps en l'occurrence. Ce médecin généraliste va nous prescrire différents traitements qu'il va consigner dans une ordonnance. Cette ordonnance, aujourd'hui à l'ère du numérique, on la stocke, on la suit, on peut la tracer grâce à la carte vitale. Et cette ordonnance va comprendre soit des actions directes à prendre, donc des médicaments à aller chercher, ou alors à nous orienter vers des spécialistes. Donc le passeport, c'est un peu ça, on dresse l'état des lieux du logement, on dresse son potentiel d'amélioration, et au besoin, on va faire intervenir tel ou tel spécialiste sur tel ou tel corps de métier. On peut aussi voir ça comme la métaphore du contrôle technique d'une voiture. Tous les ans, enfin assez régulièrement, on va dresser l'état des lieux de notre logement et voir quels sont les postes sur lesquels il faut travailler. Alors, en pratique, comment ça se passe? On a donc l'expert qui est au centre du dispositif, va faire un état des lieux in situ du logement, va recenser toute une série sur moins d'une demi-journée, va recenser toute une série de données d'entrée qui lui sont nécessaires, qui vont lui permettre de sortir un bouquet de travaux, une combinatoire de performances énergétiques qui va adresser tous les lots techniques du bâtiment pour que, in fine, à horizon 2050 ou avant, c'est mieux, il puisse être au niveau BBC. En accord avec le propriétaire, selon son projet et selon ses capacités, il va échelonner dans le temps ces différentes étapes, en les échelonnant de manière aussi cohérente techniquement, pour qu'elles puissent s'enchaîner sans créer de contre-performance ou de pathologie. Et tout ceci va être consigné dans sa feuille de route de rénovation qui sera ensuite donnée en accès interactif pour que les entreprises puissent y accéder et savoir ce qu'elles ont à faire exactement. Quel a été finalement le diagnostic du médecin généraliste qui est l'expert. Alors, quelles sont les données d'entrée? Donc, j'en parlais, c'est cette fameuse combinatoire de travaux. C'est la durée de vie des lots également. L'expert doit se prononcer, doit agréger un maximum d'informations sur les travaux qui ont été faits au cours de la durée de vie de la maison, sur l'état constaté des lots, donc il peut y avoir des pathologies, des désordres constatés ou des nécessités flagrantes à mettre une VMC par exemple immédiatement, et tout ceci en cohérence aussi avec le projet de déménage, pour aboutir à cet échelonnement dans le temps de son parcours de travaux. Alors qu'est-ce que sont ces fameuses combinatoires de performance énergétique? Le constat, c'est qu'on a donc 16 millions de maisons individuelles à rénover d'ici 2050, ça fait 500 000 par an. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire un audit énergétique poussé avec simulation dynamique sur chacun de ces cas particuliers. Donc il a été fait un gros travail en amont de simulation d'un ensemble de typologies de logements représentatifs du parc en France, avec des maisons individuelles de différentes formes, quelques petits collectifs, et qui sont répartis un peu partout sur le territoire, donc sur différentes zones géographiques. Donc, on a réussi finalement à recueillir un ensemble de combinaisons de travaux qui, associées les unes aux autres, donc c'est-à-dire je mets un peu plus d'isolant sur mes murs et du coup je peux mettre un petit peu moins sur mon plancher, du coup je peux éventuellement avoir des ouvrants qui ont telle ou telle performance thermique, pour qu'à la fin, chacune de ces lignes-là, de cette grande matrice, nous amène à une performance niveau classe A ou B d'étiquette énergie. Donc, elles ont été élaborées sur plusieurs milliers de simulations thermiques dynamiques.
Le passeporteur, en passant, va finalement filtrer avec les informations du logement, donc les faisabilités techniques en fonction du projet du ménage. Ça va nous faire ressortir une seule de ces lignes. Donc on va figer une combinatoire avec différents critères de performance pour chacun des lots techniques. Et c'est là que s'arrête le passeport. Le passeport, donc, ensuite, est consigné, rendu disponible aux artisans et entreprises qui viendront par la suite et qui, elles, adapteront les solutions techniques concrètes avec tel matériau spécifique, mais qui doivent en tout cas respecter les préconisations du passeport. Voilà comment sont construits ces combinatoires. Alors, je le disais, l'un des gros risques en faisant des rénovations globales mais par étapes, c'est qu'au cours du temps, si on ne prend pas en compte certaines interfaces ou interactions entre les lots, on peut faire intervenir des pathologies, voire des contre-performances. Donc l'idée, là, c'est qu'on travaille sur un guide pratique qui s'inspire des guides d'Effinergie ou du guide du cercle point module et de toute la science qui existe aujourd'hui pour anticiper ces interfaces et ces interactions et apporter les points de vigilance au moment où on se rend compte que des étapes successives engendre ce genre de risque. Alors, donc là, je vous ai fait le principe du fonctionnement du P2E, là, de manière très concrète, comment ça se passe, comment fonctionne la plateforme aujourd'hui. Donc là, il faut savoir qu'on est dans une deuxième version, donc une version qui est de type plateforme web collaborative, donc où chacun des acteurs va pouvoir, que ce soit le propriétaire, le passeporteur et à terme l'entreprise, venir voir les différentes informations qui sont consignées, avec des informations qui soient complètes, donc traiter l'ensemble des lots techniques du bâtiment, que ce soit pédagogique, que finalement le propriétaire retrouve les informations qu'il cherche quand il fait son projet de rénovation, dynamique dans le temps, que du coup on puisse mettre à jour ces différentes informations une fois que les travaux sont faits au fur et à mesure qu'ils sont faits, et évolutif pour pouvoir à terme, là c'était une vraie volonté de pouvoir se plugger à d'autres initiatives qui existent, notamment on en parlera après, le carnet numérique du logement. Alors, Monsieur Michu. Et alors du coup, j'habite à Muttersholz en Alsace et ma voisine a une chaudière fuel assez ancienne qui vient de tomber en panne. Donc elle est allée voir l'espace info énergie du coin et ils lui ont parlé du passeport efficacité énergétique. Résultat, le lendemain, j'en ai entendu parler. Je suis allé me connecter sur app-passeport-efficacité-énergétique.org et là, qu'est-ce que ça me demande? De créer un compte. Donc moi, dans une maison, je crée un compte. C'est pas si compliqué, prénom, nom, adresse mail, téléphone, mot de passe, répétez le mot de passe. Ensuite, j'ai un profil ici à remplir, donc c'est des informations extrêmement basiques que vous avez vues précédemment. Je peux faire deux choses, le compléter, bon, c'est déjà fait, je peux faire autre chose, créer une demande d'audit. On a appelé ça demande d'audit, ça pourrait être demande de passeport. Bon, là je vais créer une demande de passeport parce que je suis curieux, je veux voir comment ça marche et potentiellement cliquer, le faire, passer le cap. Alors, bon, pour le coup, je m'appelle passeporteur. Je rentre mon adresse email. Mon adresse, pour pouvoir être géolocalisé, c'est grâce à une base de données nationale. Donc l'adresse se génère toute seule à partir de quelques informations. Ensuite, j'enregistre ça. Et puis, je certifie quelques petites choses. Je donne une information sur où j'ai entendu parler de tout ça. Et quelques commentaires si j'ai des demandes spécifiques, des questions, des choses dont je suis curieux, que je ne comprends pas, ou que j'ai envie d'affirmer. Ensuite, je crée la demande. Je clique. Et là, j'attends ensuite. Ouais, donc la partie propriétaire, elle se veut très très simple pour que finalement tout le travail se fasse du côté du passeporteur, qui lui du coup a ce genre d'interface. Donc, finalement, il va venir ici aller chercher les demandes d'audit de monsieur Mathieu Flao ou monsieur passeporteur, tiens. On s'assigne le dossier, hop, et là ça y est, on commence. Donc le passeport commence avec une prise d'information générale du bâtiment. Une donnée d'entrée importante, c'est la zone climatique. H1, H2, H3 pour les thermiciens. La surface chauffée, très importante. Donc là, soit on a un document de diagnostic technique type DPE ou des plans, etc., mais à estimer au plus précis, parce que c'est là-dessus que vont se baser beaucoup de calculs de surface et de calculs automatisés. Quelques informations, donc l'année de construction.
qui va nous être très importante sur notamment les durées de vie des lots. Et ensuite, on passe à tous les lots techniques. Donc, je vais aller très vite, mais pour chaque lot technique, c'est la même structure. On donne une appréciation de l'état du mur tel qu'il est, de son isolation, et s'il y a une isolation qui a été remplacée, essayer d'avoir l'historique, avoir un calcul automatisé ou non de la surface. Ça, c'est si on peut éventuellement avoir un métré un peu plus précis, de le renseigner nous-mêmes. Mais l'idée, c'est de jamais faire de métré sur site, sinon la visite dure plus 3 heures, elle dure bien plus longtemps. Et ensuite, de se prononcer sur le après-travaux, notamment, qui est une des données d'entrée de nos combinatoires. Est-ce que je vais avoir une faisabilité, ou alors une préférence, ou alors une impossibilité à faire une isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur? Et ça va être le cas pour tous les autres lots techniques. Ensuite, on adresse une autre partie qui est finalement, c'est le dossier de diagnostic technique qui lui est obligatoire, mais qui permet finalement de se rappeler que certaines interventions sur mon logement vont de toute manière m'engendrer des travaux de manière fatale, et donc c'est l'occasion d'embarquer la performance énergétique sur ces travaux de remise aux normes. Donc on a décidé de reprendre ces informations que finalement le propriétaire ne va pas forcément avoir bien lues ou bien en tête, à cette fin-là. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un lot technique. Est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par lot technique et les Alors, nous, il y a des jargons différents selon les personnes, mais nous, ce qu'on a appelé lot technique, c'est mur extérieur, les planchers bas, la toiture, tu as les ouvrants, qui concernent les portes et les menuiseries, donc toutes les menuiseries extérieures, tu as la ventilation, et on a un lot programmation, dans le sens où, dans un lot chauffage, effectivement, un lot programmation, on l'a déporté de manière à rappeler qu'à chaque intervention sur une maison, une des premières choses à faire, c'est d'intégrer une programmation pièce par pièce de mon système de chauffage. On a également voulu séparer un lot qu'on a appelé étanchéité à l'air, qui n'est pas un vrai lot technique, mais qui est la façon dont je vais bien colmater mon enveloppe et faire en sorte qu'elle soit le maximum étanche à l'air, puisqu'on peut faire des travaux géniaux et mettre des épaisseurs d'isolant comme on veut. Si on n'a pas un bâtiment étanche à l'air, on n'atteindra pas les objectifs. Donc voilà, on a j'ai oublié ECS, donc c'est eau chaude sanitaire, pour se doucher. Voilà les lots techniques. Merci Jean-Noël. On arrive du coup à une proposition de la part de l'outil qui est, alors vous avez soit cette combinatoire, donc avec des chiffres un peu bizarres, ou alors cette combinatoire SAECO-PTZ, qui va finalement venir ici impacter les différentes performances qu'on doit atteindre, que l'artisan qui interviendra devra atteindre pour que le bâtiment soit à terme BBC et SNBC compatible. Là, ici, on a les années de réalisation des travaux, donc a priori, il y avait beaucoup de pathologies ou un bâtiment très ancien. Et on va venir cocher pour le ménage à l'instant T quelles sont les premières phases de travaux qu'il va pouvoir implémenter dans son projet personnel. Voilà. On en retire une feuille de route de travaux qui est pas forcément très bien designée aujourd'hui, mais qui se veut la plus concise et la plus claire possible pour que les informations soient disponibles très vite et facilement lisibles par tous. Donc avec la reprise de tous ces fameux lots techniques et des lots du diagnostic technique obligatoire, avec une estimation, une fourchette de prix qui aujourd'hui est assez large, dans le sens où on a des estimations et des bases de données prix qui sont nationaux. À terme, aujourd'hui, l'outil est développé de manière à ce que chaque passeporteur puisse intégrer ses propres bases de données pour ajuster au mieux le projet du ménage. Alors, on passe maintenant, je vais vous présenter justement les résultats de la première phase d'expérimentation sur site. Donc, si on reprend un peu la frise d'expérience P2E, à partir de septembre, entre avril 2017 et septembre 2017, on a eu ces premiers passeports, ces 100 premiers passeports qui ont été faits. Aujourd'hui, on en est au milieu de la phase 3, où on a, je pense, plus de 100 passeports qui pourront être réalisés, en partenariat avec les territoires. Donc sur cette première phase d'expérimentation, on avait une autre version de l'outil qui était encore plus allégée et qui était développée de manière rapide, simple et qui puisse être portative, donc sur des appareils nomades. On a eu une inscription de 100 propriétaires occupants volontaires, et ce qui est important de noter, c'est que dans cette première phase, on est passé par les entreprises, par les membres fondateurs d'Expérience P2E. Donc forcément, on a eu un biais expérimental. J'en reparlerai après.
On a pu aussi recruter 41 experts en rénovation, donc c'est les différents architectes, bureaux d'études et conseillers info-énergie dont je parlais. Et puis on a affecté sur tout le territoire en fonction des implantations géographiques des uns et des autres pour lancer les visites. À l'issue, enfin pas à l'issue, dès le démarrage de l'expérimentation, on a construit une méthodologie pour recueillir tous les retours d'expérience, en lien avec Gaëtan Brispierre, qui est sociologue de l'énergie, qui nous a aidé à construire 2 enquêtes pour recueillir les points de vue et les besoins d'amélioration des passeporteurs d'un côté et des propriétaires occupants de l'autre. On a pu organiser aussi des sessions de focus group avec les passeporteurs pour essayer de faire émerger plus précisément quelles étaient leurs attentes et leurs besoins d'évolution. Ce qu'on note déjà, c'est qu'on a eu des très bons taux de retour, donc on a une forte implication à la fois des propriétaires et même des passeporteurs et même des propriétaires qui s'étaient inscrits de manière volontaire. Que du coup, les échantillons qu'on a analysés la suite là sont significatifs. Bon, ils ne sont pas représentatifs en revanche de l'ensemble de la population en capacité ou en projet de rénovation, mais qui sont déjà des données intéressantes à analyser. Donc pour les profils justement du côté des passeporteurs, on a noté des fortes compétences en projet de rénovation au niveau bâtiment basse consommation, beaucoup d'architectes et de bureaux d'études, une entreprise, un conseiller info-énergie. Aujourd'hui, dans la phase 3, ça va totalement changer puisque, je vous le dirai après, on en reparlera après, mais ce sont les territoires et donc les plateformes territoriales de rénovation énergétique ou les espaces info-énergie auxquels on donne accès à l'outil et qu'on souhaite qu'elles le prennent en main pour le déployer dans leur mission quotidienne. Et du côté des ménages, c'était sans trop grande surprise. Donc c'était des ménages en capacité de faire des travaux, donc une classe moyenne supérieure, âgée en moyenne de 50 ans, des professions de fait en lien avec l'énergie, puisque c'était des collaborateurs des membres fondateurs, et qui étaient, à noter, déjà dans une dynamique de travaux. Donc ils ne sont pas inscrits par hasard, ils avaient quelques idées et quelques attentes en tête. Sur le déroulement d'un passeport, sur le temps global pour effectuer un passeport, qui est de base, en hypothèse, on s'était fixé une demi-journée, ce qui a plutôt été respecté, mais un peu dépassé sur la globalité. La visite elle-même, en moyenne, durait 2 heures. Donc c'était adapté selon les propriétaires, selon leur ressenti et puis leur disponibilité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu finalement un passeport qui a été fait en 2 temps. Dans la plupart des cas, la synthèse, la feuille de route de travaux était transmise post-visite avec un besoin à la fois du passeporteur et même du propriétaire d'avoir un petit temps de maturation, finalement de faire un peu en 2 coups et pas en one shot comme on l'imaginait au départ. Il faut noter aussi que c'est lié à une certaine courbe d'apprentissage. Les passeporteurs ont dû finalement mettre de côté leurs habitudes professionnelles pour ce qui est des BE, de ne pas faire de calcul. Donc ça, c'est assez frustrant pour eux. Pour ce qui est des architectes, d'avoir une vision d'une visite en une fois et de donner des conclusions directement à l'issue de cette visite. Et finalement, peut-être aussi, de notre côté, un contenu et un cadre de la formation qu'il faut renforcer. Alors, comment est perçue la valeur ajoutée du PE2E par rapport à ces 2 catégories de participants? En fait, ça a été clairement énoncé à plusieurs reprises, c'est la possibilité d'ouvrir la porte chez le propriétaire, chose qui n'est pas facile, qui ne se fait pas finalement sur ce secteur de la maison individuelle, qui se fait très peu, qu'on ait un maître d'œuvre comme ça qui n'a pas vraiment de raison d'aller dans une maison individuelle. Donc du côté du propriétaire, ça tout de suite ça crée un endroit de confiance, un lien de confiance qui permet de lui faire parler de son projet et d'essayer de creuser un peu plus le parcours de rénovation. Donc évidemment, du coup, c'est l'expert qui nous a été cité comme étant la valeur ajoutée, la valeur forte de cette expérience pour les propriétaires. Mais du côté des passeporteurs, le degré de satisfaction sur leurs attentes vis-à-vis de cette méthodologie était plutôt bonne aussi.
Et ce qui a été aussi fortement apprécié, c'était les temps d'échange en fin de visite, avec finalement les thèmes prioritaires, c'était des précisions sur le contenu des travaux, puisque la feuille de route seule ne suffit pas, il y a un besoin d'échange. Et alors évidemment des estimations qui sont voulues plus précises des coûts de travaux, c'est toujours le nerf de la guerre, et d'avoir aussi plus de précision sur les économies d'énergie. Mais quand on fait du sans calcul, c'est compliqué de se prononcer au kilowattheure près. Sur la feuille de route de travaux, le gros avantage, c'est effectivement cette simplicité, mais qui du coup, par le revers de la médaille, est aussi un peu dépréciée avec certaines limites que je viens de citer. Les résultats fournis à l'issue du passeport semblent a priori adaptés pour une majorité des propriétaires par rapport aux projets qu'ils pouvaient avoir ou aux projets qu'ils peuvent lancer. Mais il y a un besoin d'un peu plus de transparence, notamment au niveau des bases de données utilisées, donc sur les bases de données de coûts. Mais ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est intégré dans la nouvelle version de l'outil. Donc finalement, les choix techniques, le regard d'expert qui est proposé par le passeport aboutit ou non, comme je disais, à la possibilité de faire des travaux compatibles BBC ou SNBC. Ça veut dire qu'on a effectivement une combinatoire qui sort et qu'on se dit ok, c'est bon, au niveau des murs je vais devoir mettre telle résistance, au niveau des toitures telle résistance, etc. Mais il se peut qu'en fonction des différentes données d'entrée du passeport, l'expert aboutisse à ah non, aujourd'hui je peux pas vous proposer mieux que quelque chose selon les choix qu'on a fait au niveau technique et de ce que vous me dites qu'il est possible de faire, on n'aboutit pas. Et ça ne s'est passé que dans 20% des cas, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et le cas échéant, on propose toujours une trajectoire de travaux qui adresse pareil tous les lots techniques, pour ne rien oublier, et qui soit au minimum au niveau des performances conformes au CITE, au crédit d'impôt. Et là, on a pu récolter par là même quelque chose qui serait intéressant d'avoir par territoire, je pense, c'est d'avoir une vision sur quelles sont les typologies de travaux qui vont être prépondérants dans tel ou tel endroit. Donc là, ITI, ITE, c'est toujours isolation thermique par l'intérieur ou l'extérieur, mais ça peut être quelque chose qui nous permet d'avoir des tableaux de bord par territoire pour que les entreprises puissent ensuite se positionner. Donc l'effet constaté ensuite chez les particuliers, alors c'est pas un initiateur de projet de rénovation, puisque la majeure partie des gens en avaient déjà un ou réfléchissaient à en faire, c'est pour ça qu'ils sont inscrits. L'effet qu'on a défini par ces retours d'expérience, c'est que c'est en fait un tremplin vers ce projet qui pouvait être seulement une idée ou une envie de départ. Mais l'idée du passeport, c'est d'accélérer ce processus-là, tout en embarquant la performance énergétique. Ça veut dire que dans plus de 2/3 des cas, les personnes à l'issue du passeport nous déclarent avoir enclenché des nouvelles phases de travaux. Donc soit c'était des études plus poussées, des besoins de renforcer certaines informations données. Donc ça c'est finalement réorienté vers un spécialiste, un médecin spécialiste. Ou alors c'était directement aller acheter des médicaments et donc consulter les entreprises et les artisans. Et quand on regarde l'influence qu'a pu avoir le passeport sur la prise en compte de l'énergie, dans au moins un tiers des cas, ça a incité à tenir compte de l'aspect énergétique dans un projet qui finalement, à la base, ne tenait pas trop en compte. Bon, sur un tiers des personnes ont répondu aussi que ça n'avait pas eu d'influence, mais on remarque aussi qu'un cinquième ont pu rehausser les performances énergétiques de leur choix, puisqu'il faut savoir que pour arriver à du BBC, enfin du bâtiment de basse consommation, il faut effectivement aller très loin dans chacun des lots techniques et pas les traiter à moitié. Donc ça, au moins, on a pu se rendre compte que les gens ont une meilleure vision de ce que c'est qu'un bâtiment basse consommation et ça les incite à aller plus loin. Et enfin, une des dernières demandes, un des derniers retours, c'était savoir quel était le prix que serait prêt à payer un propriétaire donc, pour ce qu'il avait pu expérimenter, donc 100 € environ. Et selon les passeporteurs, le coût que ça représente pour eux, c'est une demi-journée de travail, et donc 400 € TTC, peut-être plutôt 400 € hors taxe. Mais... Donc il y a des besoins on sent un besoin de conforter le modèle économique. Maintenant, je te laisse, Jean-Noël, parler juste des bonnes nouvelles de déploiement. Ouais, merci. C'était des bonnes nouvelles aussi, les tiennes. Il y a plusieurs phénomènes en cours. C'était toi qui devais présenter ça.
sur le carnet numérique. Ah oui, si tu veux. Oui, ce qu'on voulait dire sur le carnet numérique, c'est que pour refaire l'historique, en même temps que, heureusement, dans la même temporalité que nous, il y a eu une expérimentation, un appel à expérimentation du plan bâtiment, du plan de transition numérique du bâtiment, qui demandait à des acteurs, a priori privés, de lancer ce qu'on appelle le carnet numérique du logement, qui est en fait un contenant de toutes les informations qu'on peut récolter sur un logement. Un coffre-fort même. Oui, un coffre-fort numérique, oui. Ça, c'est l'étape d'au-dessus, et qui en fait est inscrit dans la loi TECV comme étant obligatoire pour les bâtiments neufs à partir de janvier 2020 et pour tous les logements qui subiront une mutation en 2025. Donc cette expérimentation ayant lieu en même temps que nous, on s'est forcément dit qu'il y avait une logique cohérente à ce que le passeport devienne une brique qui soit intégrée dans ce futur carnet numérique, puisque lui a pour objectif d'être quelque chose de suivi dans le temps, une certaine traçabilité qui représente finalement la carte vitale du logement. Et donc on a imaginé le développement de l'application que vous avez vue dans un langage qui permet finalement d'aller se connecter avec les différents langages de ces plateformes qui sont en cours d'expérimentation. Voilà. L'idée étant que le carnet numérique serve aussi à garder en mémoire les informations produites par le passeport de manière rattachée au logement et non pas au ménage. C'est-à-dire que le carnet numérique est attaché à un logement et est transmis avec ce logement au propriétaire suivant. Voilà. À l'époque, c'était en 2017 que le carnet numérique devait devenir obligatoire pour toutes les constructions neuves. On était en 2015 et c'était pour 2017. Bon, ça n'a pas été aussi facile, mais finalement, il y a un amendement dans la loi actuellement discuté au Parlement qui vient remettre le carnet numérique et l'obligation pour 2020 et qui vient réaccélérer cette dynamique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un plan rénovation, alors qui faisait la part belle aux logiques de passeport dans sa première version publiée en décembre, qui le mentionne aussi dans sa version définitive publiée en avril, je crois. C'est-à-dire que l'État va réformer le dispositif du DPE, celui du CITE, donc crédit d'impôt transition énergétique et diagnostic de performance énergétique, et que dans ce cadre-là, il y a un travail informatique, et que ce travail informatique, il y aura une mise en cohérence en tout cas de beaucoup d'outils, et le carnet numérique et le passeport sont censés inspirer ces mises en cohérence, donc vont être mobilisés. On était ravis du compliment aussi, opérationnel, ça fait toujours plaisir. C'est vrai, on l'est pas mal. Maintenant, on n'est pas opérationnel pour un déploiement, mais l'outil fonctionne, il y a des choses qui marchent. Il y a d'autres bonnes nouvelles aussi en Europe. Et pour le coup, ça, c'est un travail qui a été mené depuis longtemps par Saint-Gobain, par un institut européen, BPIE, en lien avec nous. Et grâce aux travaux qu'on a menés ici en France, mais aussi dans 3 autres pays sur le passeport, on a prouver la valeur du passeport à la Commission et à Bruxelles en tout cas. Et donc, grosso modo, dans cette directive, il y a 2 choses. D'une part, il est recommandé, dans cette directive adoptée le 14 mai dernier, il est recommandé d'une part aux États, dans le cadre de leur stratégie nationale de rénovation, de mettre en place des passeports qui soient additionnels au DPE et facultatifs, c'est-à-dire pas une obligation, mais voilà, que ce soit un dispositif qui existe, qui soit recommandé, qui soit conseillé et qui soit là pour activer les rénovations. Le DPE donne un état indicatif sur la performance, le passeport est là pour passer à l'acte. Et la Commission européenne va conduire une étude de faisabilité sur le dispositif de passeport. Donc là, on a une opportunité dans les 1 an et demi qui restent avant 2020, si je calcule bien, c'est à peu près ça, oui, 1 an et demi, oui, pour prouver que ça marche ou que ça marche pas et que c'est une très mauvaise idée. Bon, pour le moment, on a l'impression que c'est une bonne idée, qu'il y a des choses utiles, que ça marche, que ça peut être déclencheur, que ça peut vraiment améliorer la qualité et la confiance dans la chaîne d'acteurs qui s'occupent de la rénovation. Bonnes nouvelles expérimentales, je vous disais qu'en Europe on n'est pas seul. Effectivement, depuis 2014 on discute avec les Allemands du Individueller Sanierungsfahrplan, grosso modo ça veut dire feuille de route de rénovation,
En Allemagne, c'est expérimenté, c'est régional, ça va bientôt être obligatoire au niveau national. Au Danemark, c'est une initiative privée de 4 industriels qui ont considéré qu'il fallait mettre plein d'argent pour réaliser des visites sur site de l'accompagnement de ménage parce qu'ils allaient se faire rémunérer sur le chiffre d'affaires généré par la suite. Bon, c'est une autre vision. En Flandre, c'est la région Flandre qui a mis ça en place. C'est aussi un carnet numérique plus un passeport qui est censé déclencher davantage de rénovation et une meilleure performance. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes nouvelles par là, et nous, il faut qu'on continue le travail. Donc rejoignez-nous, participez à l'expérimentation. Ça demande des moyens au sein de P2E, mais on est partant pour travailler avec davantage de collectivités. Il y a de nombreuses régions avec lesquelles on discute déjà, mais c'est toujours des choses qui prennent plus de temps que ce qu'on pensait, parce que c'est compliqué, parce que c'est un marché qui est toujours encore émergent et depuis longtemps, celui de la rénovation énergétique et surtout des maisons individuelles, mais ça avance. Et on voulait vous faire, on va être rapide, mais un retour avec Claire sur comment ça se passe, l'effectuer un passeport sur place dans une maison. Donc Claire. On peut s'asseoir ? Oui. Il n'en reste plus que 2. Tu veux t'asseoir ou on reste debout ? Oui, très bien. Il n'y a plus que 2 chaises, il y en a une qui a disparu, c'est la mienne. Alors. Oui, parce que juste pour préciser, je suis allé faire une démonstration à Claire de P2E dans son logement. Et donc, Claire, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais quand l'occasion s'est présentée et qu'elle a été saisie d'aller faire un passeport ? Quelle est l'origine de ce... Alors, donc, avec mon conjoint, on a fait l'acquisition d'une maison ancienne, on peut dire, donc type meulière. Donc la maison a à peu près 100 ans. Et du coup, je travaille au Shift, donc j'ai fait forcément connaissance du passeport P2E. Et on avait dans l'idée forcément de rénover la maison. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Oui, on peut le dire. Et du coup, on a saisi l'opportunité de lancer un passeport ensemble. Donc, Guillaume est venu il y a à peu près 1 mois maintenant. Bon, je ne sais plus exactement. 3 semaines. Oui. 3 semaines. Donc il faut que j'explique comment ça s'est passé. Eh ben oui, comment est-ce que ça a commencé, comment ça s'est déroulé, la visite par exemple à l'introduction La visite s'est passée, effectivement ça prend à peu près 2-3 heures. Donc tu es venu chez nous. On était tous les deux avec mon conjoint sur place parce qu'on était vraiment, on est impliqués, c'est un vrai projet de vie, de famille et voilà. Donc Guillaume est venu. On a tout d'abord fait un état des lieux, un tour de la maison. Oui. J'ai commencé par essayer d'expliquer un peu la démarche dans son ensemble. Donc là, il y a peut-être, de ma part en tout cas, ou en tout cas, dans la formation des passeporteurs, arriver à plus insister sur comment, à quoi bon rénover son logement, qu'est-ce que ça va t'apporter finalement d'aller jusqu'à une étiquette A ou B, et pourquoi on va essayer de tout traiter finalement, ou de tout présenter. Parce que ça peut paraître un peu... Vous aviez pour projet de, a priori, changer les fenêtres, donc c'est un projet très récurrent dans les projets de rénovation. On commence par imaginer que c'est ça qu'il faut faire, alors qu'en fait, j'ai peut-être parler de beaucoup de choses au début et tu t'es dit oula, il y a quand même beaucoup de choses. Et alors que si en introduction j'ai essayé de vous transmettre ça, d'expliquer ce que j'ai expliqué là. C'est-à-dire qu'il faut, nous on a notre idée de ce que c'est la rénovation et on s'est dit tiens, si je change mes fenêtres, ça va suffire ou pas. Donc Guillaume est arrivé, nous a bien expliqué le contexte, les enjeux donc du passeport. C'est vrai qu'au début, moi j'avais pas forcément saisi qu'on pouvait tendre à... parce que la maison nous est classée F de mémoire. Elle est F, ouais. Voilà. C'est ce qu'on peut. Et de comprendre qu'effectivement, on peut tendre, en suivant le passeport, à une rénovation, à une classe A ou B. Ce qui est juste déjà extraordinaire. Et ce qui est très motivant. Ce qui valorise aussi ton patrimoine. Voilà, qui sécurise ton acquisition. Et donc le besoin que tu ressentais au début
C'est-à-dire que nous, ce qu'on j'avais expliqué, c'est qu'on avait un petit peu commencé à l'envers, parce qu'on ne sait pas forcément bien s'y prendre. On a commencé à faire des travaux et puis on ne sait pas trop ensuite ce qu'il faut faire. Là, on nous pose clairement un cadre. Alors c'est vrai que c'est cossu, enfin, il y a plein de choses. C'est un peu confusant au début. Beaucoup de lots, beaucoup de choses qu'on n'avait pas anticipées. Et ce qui est bien, c'est que ça permet... Donc c'est vrai que c'est assez lourd, c'est 2-3 heures. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mots techniques qu'on ne maîtrise pas toujours, enfin en tout cas dans mon cas. Comme on disait, il faut le digérer. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permet justement après... Nous, on a eu besoin d'un temps ensuite pour digérer, reprendre et comprendre. On s'est revus, on s'est exceptionnellement peut-être appelés. Oui, finalement, ça s'est passé aussi comme ça pour beaucoup des 100 propriétaires qui ont participé avant. J'ai pas eu de traitement de faveur. Pas revu, ils sont téléphonés. En fait, c'est un vrai projet au global et on ne sait pas par où commencer. Et du coup, Guillaume nous dit, voilà, il y a telle chose à faire. Donc, il y a le toit, les fenêtres, le sol, des choses auxquelles on n'avait pas pensé nous. Et ça hiérarchise et ça priorise. Et dans ton cas, ça anticipe aussi de voir dès le départ le projet dans sa globalité, puisque si on change les fenêtres, on ne se rend pas compte, mais ça a un vrai impact sur quel système de ventilation je vais mettre. Enfin voilà, il y a des connexions techniques qu'on n'a pas forcément en tête en tant que particulier. Je confirme qu'on n'a pas du tout, même si on se renseigne un petit peu, qu'on échange. Nous, on avait rencontré 2-3 artisans en amont des menuisiers. Voilà, ça donne un ordre logique et indispensable. Et du coup, qu'est-ce qui t'a surpris ? Qu'il y avait autant de choses. Non. Ce qui m'a surpris, alors ça a un côté tout à fait rassurant, je tiens à le dire. Le fait que tu sois venu, de par ton parcours professionnel et expérience, c'est un côté rassurant. Et on met le doigt dans quelque chose, on s'engage ou pas, après on verra. Mais c'était quoi ta question ? Ce qui t'avait surpris ? L'ampleur. L'ampleur et le fait que ce soit global et qu'il fallait vraiment bien anticiper et bien réfléchir. Et comment tu comptes t'en servir ? Comment tu t'en sers ? Des résultats ? Des résultats ? De la feuille de route ? Ouais. Alors la feuille de route, donc c'est ce qu'on a vu à l'écran, le tableau qui n'est pas affiché. Oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est le nôtre. Non, mais c'est pas grave. Donc il y a les lots. Voilà. Donc nous, on a à peu près quelque chose à l'identique. Donc avec les petites coches, les lots, les murs, les ouvrants. Donc ça, on sait que ce sont les premières choses à faire. Le fait qu'on ait eu cet échange, ces échanges avec l'expert, on a un lexique, on a des petits mots-clés. Avant, je ne savais pas ce qu'était ITI, ITE. Maintenant, je peux le placer dans une soirée. C'est toujours sympathique. Et donc, on revoit des artisans depuis, et ça permet pour nous de mieux échanger avec lui. Parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas toujours évident quand on est face à un menuisier professionnel qui a un jargon technique, des pauses, taper et autres mots, voilà, étanchéité. Donc ça permet d'avoir des billes et de mieux comprendre ce qu'on fait. Ouais. Et de mieux définir nos besoins. Et donc très certainement ensuite d'aller au point. Donc c'est pas juste répondre à un besoin, c'est aussi mieux définir les besoins que tu réalises en fait à cette occasion. C'est-à-dire que c'est quand même un gros projet. Je pense que si on ne comprend pas nous-mêmes ce qu'on fait en tant que propriétaire, c'est un petit peu dommage. Du coup, le fait d'avoir cette approche et ce diagnostic, cette expertise, ça fait partie de l'aventure. Et donc tu viens avec un besoin, ça y répond en partie, mais en même temps ça en suscite d'autres et il faut aussi y répondre par la suite et ça demande de la réflexion supplémentaire. Et quelque chose qui t'a manqué pendant la visite, que tu aurais bien voulu avoir ? Ah, bonne question.
Alors ça, c'est justement la sensibilité des différents experts qui passent. Je me doute bien qu'un architecte, d'ailleurs qui ont eux-mêmes leurs initiatives de passeport rénovation, on traite, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on aimerait fédérer un peu les différentes initiatives, traite de d'autres aspects et ont une sensibilité par leur formation personnelle qui n'est pas vraiment intégrée aujourd'hui dans cette feuille de route un peu austère. Mais oui, on vient chez la personne. Et ça, déjà, Alors ça, c'est vraiment un plus. Enfin, moi, j'étais assez étonnée que vous le fassiez à chaque fois. Parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit un truc par téléphone. Vous avez combien de mètres carrés, patati patata, comment sont vos fenêtres? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appréhender nous-mêmes et qu'on soit capable de répondre. Donc le fait que vous veniez sur place, c'est vrai que c'est un plus, quoi. Enfin, c'est plus qu'un plus, c'est indispensable. Et du coup, ce qui m'a manqué, la poésie. Non, enfin. J'y penserai. Je suis pas très. Et j'avais des questions pour Guillaume, du coup, aussi, rapidement, pour profiter de ton expérience passée. Qu'est-ce qui change par rapport à un DPE, à un audit ou à l'accompagnement d'un ménage que tu as pu avoir? Comme je te disais, donc DPE, moi j'en ai pas vraiment fait. Je connais un peu la formation, je sais comment ça fonctionne, etc. C'est tout à fait une autre catégorie que les audits énergétiques que j'ai pu faire, plus en tertiaire d'ailleurs ou copro, mais sur quelques. En fait, on change beaucoup l'approche. J'ai eu les mêmes écueils que les autres bureaux d'études qui ont pu participer, c'est-à-dire finalement à vouloir peut-être aller plus dans le détail du calcul, alors que c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. C'est aller vite et aller à l'essentiel de ce qu'il faut. Il faut pouvoir préconiser sur ce court instant qui est un moment privilégié. Et j'ai apprécié aussi effectivement le lien de confiance qui se fait tout de suite avec un propriétaire qui n'a pas forcément qui n'a pas vraiment de connaissances dans le domaine et avec qui du coup il y a une pédagogie à avoir. Voilà. Claire, tu veux ajouter quelque chose ou sinon j'allais vous proposer, vous, de nous poser des questions ou de prendre la parole? Peut-être par rapport à notre cas personnel, quand on parlait d'anticiper, ça serait bien si le passeport pouvait être vraiment à la base, à l'origine, enfin au tout début du projet. Oui, je dis ça parce que nous on a fait un peu les choses à l'envers. Bon, on a fait de la rénovation esthétique. Bon, c'est vrai que se dire là, psychologiquement, qu'on se dise bon, on va recouvrir les murs, les jolis murs tout blancs, c'est idiot, mais c'est la réalité. Donc ça serait peut-être anticiper différemment, enfin avoir une approche. Alors je ne sais pas quel moment de l'acte d'achat ou. Mais nous c'était particulier. On a eu un moment très court pour pouvoir se lancer. C'est pour ça que dans la phase 3, on souhaite passer par les territoires qui ont cette vocation de service public à aller capter les besoins, essayer de les trier et du coup d'intervenir à bon escient. Après, il y a d'autres occasions de faire des passeports auxquels on réfléchit. Toutes les transactions immobilières, effectivement, plus de 800 000 par an. Donc c'est des réflexions en cours. Bonjour, je m'appelle Pierre, je travaille dans une agence de l'énergie et on a mis en place une plateforme de la rénovation énergétique il y a 3 ans maintenant. Il y en a beaucoup en France maintenant, des plateformes, chacune a un protocole différent. Donc c'est un peu le bazar, je pense, pour les particuliers de s'y retrouver. Et du coup, j'imagine que comme vous travaillez avec une ALEC, vous avez déjà peut-être envisagé la possibilité d'intégrer le P2E dans certaines plateformes en France. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en fait avec l'ADEME peut-être de ce travail enfin je sais pas si c'est possible déjà d'intégrer cette version du P2E dans des plateformes qui sont déjà opérationnelles et qui proposent déjà des outils. Ça peut être des outils d'autodiagnostic en ligne, ça peut être des outils de suivi par des coachs, par des diagnostiqueurs. Enfin, il y a plein de formes en France, un peu partout, et je pense que c'est quand même un bon modèle qui nous servirait à homogénéiser en tout cas le protocole des plateformes en règle générale. Les plateformes, les PTRE, les plateformes territoriales de rénovation énergétique. Donc voilà, je voulais juste, si vous avez un mot à dire dessus. Chiche. Oui, déjà. Alors, oui. comment on fait alors dans ce cas? Est-ce que par exemple. Contactez-nous. Ok. Là, c'est en cours, c'est en plein. On est allé en grand test avec le dispositif Octave, qui donc lui a déjà aussi d'autres dispositifs, d'autres outils à disposition, mais qui a souhaité rejoindre l'expérimentation.
pour voir un peu comment se l'approprier. Donc il y a des conseillers Infonergie qui sont formés, qui commencent déjà à faire des passeports là-bas. Et à l'EC en Loire Métropole, on a fait la formation semaine dernière, et donc on commençait aussi. Et on est en contact avec d'autres territoires. Mais plus il y aura de territoires, plus le déploiement pourra être intéressant. Et après, ce que je voulais juste dire, c'est que sur le côté, il existe déjà d'autres outils, on en est complètement conscient. C'est pour ça que c'est développé de manière ouverte, à savoir que peut-être qu'à terme, le plateforme, ce serait uniquement utiliser le cœur dont je parlais, c'est-à-dire les combinateurs de performance énergétique, qui sont la base et l'indispensable, sur lequel on peut pas rogner, puisque si on veut atteindre les objectifs en termes d'énergie et de climat, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, il n'y a pas trop d'autres choix. Et donc de pouvoir mettre à disposition ça à d'autres outils qui seraient plus développés sur, je sais pas, les montages financiers, qui auraient d'autres valeurs ajoutées. Mais oui, c'est comme ça que c'est réfléchi, ouais, de manière assez ouverte. Alors, le P2E cible le résidentiel, on a vu que c'était l'essentiel du problème. Est-ce que, puisque vous avez fait des partenariats avec des collectivités territoriales, est-ce qu'elles sont intéressées par ce genre d'outils pour les bâtiments publics, la rénovation? Je sais bien que c'est une petite partie, je crois que c'est 6 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au résidentiel, mais... Alors, moi, j'aurais une première réponse de thermicien, plutôt, c'est que dans les bâtiments publics, on a quand même beaucoup plus d'hétérogénéité. Bref, j'arrive pas, c'est tard. Mais j'envisage mal que, tel quel, en tout cas, le passeport puisse répondre avec une combinatoire de travaux pour dire cette école, qu'une petite école, ça peut ressembler à un logement, mais je sais pas, des bâtiments un peu plus importants, une mairie, on aurait du mal finalement à utiliser des travaux qui ont été faits, qui ont été conçus pour la maison individuelle directement telle quelle. Ça n'empêche pas que c'est possible de le faire, mais je pense qu'il y aurait des travaux préparatoires supplémentaires à avoir. Utiliser tel quel, pour l'instant, je ne me suis pas permis d'utiliser le passeport sur un bâtiment plus important que la maison individuelle. Tout l'intérêt du passeport, c'est d'être quelque chose qui se fait quand même relativement rapidement par rapport à ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire une demi-journée. C'est pas grand-chose par rapport à un audit aujourd'hui. C'est quelque chose qui est quand même pas trop cher. C'est censé être autour de 400 € le coût global à payer, et puis après le coût pour le ménage, c'est une question tout autre. La question se pose pas de la même manière pour des bâtiments publics pour lesquels il y a en général un directeur technique quelque part, quelqu'un qui comprend quelque chose. Où là, c'est plus une question de volonté politique et de hiérarchisation des priorités d'investissement. De la collectivité qu'une question purement et simplement d'information. Là, ce que ça donne, c'est de l'information sur ce qu'il faut faire. C'est pas forcément le besoin qu'il va y avoir sur le parc public. Donc ça, le passeport ne répond pas à un besoin, quoi. Je dis pas que ça serait inutile, mais on peut très bien le faire autrement, et c'est déjà fait avec des audits énergétiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il est tard, donc on n'est pas obligé d'avoir d'autres questions. J'en avais une pour conclure. En France, tout à l'heure tu as montré qu'il y avait en Europe des dispositifs dans d'autres pays. En France, est-ce qu'il y a une cartographie qui existe des initiatives entre guillemets concurrentes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait combien il y a de groupes identifiés, on va dire, qui s'agitent autour de cette question, soit poussés par des régions qui veulent être les premières à faire la norme, soit poussés par des acteurs industriels qui veulent la jouer à la danoise, etc. Est-ce qu'on a une idée de la cartographie des acteurs ? Alors, c'est pas forcément une cartographie géographique, parce qu'il y a eu des gros acteurs privés, Engie, qui ont lancé des initiatives de passeport qui n'ont pas forcément, finalement, qui n'ont jamais vraiment démarré en termes concrets sur le terrain. Il y a ce passeport porté par le CNOA, le Conseil national de l'ordre des architectes, avec qui on est en contact, mais qui évolue un peu de manière parallèle. Après, il y a tout un lot de plateformes, mais qui sont un peu au sens large et qui sont portées souvent par les PTRE, qui sont développées souvent par des partenaires privés et qui leur permettent de faire des mini-audits comme ça, un peu de la même manière. Mais là, c'est pareil.
il y en a certains qui sont plus développés dans l'Ouest et plus dans le Sud, mais c'est assez... Quoi ? Oui, Dialogy par exemple, qui est un logiciel, mais un logiciel de calcul simplifié, mais qui est quand même un logiciel de calcul, qui est utilisé par beaucoup de PTRE. Oui, de mi-calcul, oui. Je vois le confrère qui tique. Mais oui, il y a un benchmark qui est en constante évolution, puisque. Mais après, a priori, du benchmark que la BPIE a elle-même fait, c'était le passeport P2E qui était le plus déployé entre guillemets ou expérimenté. C'est ça, hein, Jean-Noël. Dans ce qui ressemble à un passeport, c'est-à-dire quelque chose qui est pas trop cher, qui est pas trop compliqué, qui permet vraiment le passage à l'action, dont le but est le passage à l'action et pas l'évaluation d'une performance avec un degré de granulosité fort. Le passeport est quand même relativement seul, il me semble. Mais après, je laisse Pierre, c'est ça, de l'ALEC, réagir si tu veux. Pour présenter d'autres outils que vous pouvez utiliser pour les visites sur site ou sans visite sur site ou dans l'accompagnement des ménages, le ciblage. Il y a tout un bestiaire finalement. Déjà juste par rapport à Dialogy, là c'est pas vraiment comparable, c'est juste un logiciel d'études thermiques et il est un petit peu en voie de disparition de toute façon. C'était le logiciel de l'ADEME, donc utilisé par les ALEC et les espaces info-énergie, mais il remplit pas du tout le même rôle que le P2E. Après, c'est des plateformes effectivement qui fleurissent un peu partout en France. Parfois, c'est porté par des collectivités locales, mais ça peut être des départements, des villes, des métropoles, enfin tout un tas de PCI. Enfin, c'est un peu le bazar du coup parce que chaque plateforme va apporter un niveau de service totalement différent. Des fois, il y a des financements privés. Engie effectivement a beaucoup investi dans des plateformes et du coup, la visite sur site, elle n'est pas forcément faite. Elle peut être faite par un diagnostiqueur classique, donc effectivement c'est assez unique en son genre, je pense, le P2E. Mais le coût, le 400 € effectivement d'investissement nécessaire par ménage, ça c'est un coût qui est à peu près le même pour toutes les plateformes en termes d'accompagnement, que ce soit par des audits ou des... Enfin, les audits, du coup, c'était le problème, c'était un peu plus cher, mais sinon c'est des DPE généralement classiques, enfin des diagnostiqueurs, du coup... méthode 3CL quoi, et c'est vrai que c'est un petit peu ça marche, je sais pas si ça marche vraiment d'utiliser des diagnostiqueurs. Je dis ça, c'est ce qu'on est en train de faire nous dans notre région, donc on teste des choses, hein. On sait pas encore quelle est la formule magique, mais c'est vrai qu'une initiative comme ça c'est peut-être plus simple et comme vous avez dit c'est moins calculatoire, beaucoup plus pragmatique peut-être ça va directement dans l'opérationnel, ça hiérarchise des solutions. Enfin, pour le particulier, je pense que c'est bien adapté à son parcours de rénovation quoi, global. Et voilà, non, effectivement, enfin, c'est pas que vous n'avez pas de concurrence, mais c'est assez unique, je pense. Voilà. En fait, la raison pour laquelle nous on fait pas de calcul, c'est parce que, en fait, ils ont déjà été faits. Les calculs ont été faits pour élaborer les 33 combinateurs de travaux qui sont basés sur des maisons réelles qui existent vraiment, et les calculs ont déjà été faits. Donc, il n'y a pas besoin de refaire les calculs à chaque fois. Et c'est ça la force du cœur du passeport, c'est de ne pas refaire les calculs. Bon, c'est un peu culturellement, c'est pas forcément évident pour les professions qui ont eu l'habitude de fonctionner, pour lesquelles les calculs sont le gage de la qualité du rendu. Voilà, c'est pas forcément évident culturellement aussi. Et sinon, Pierre, à quel besoin, selon toi, le passeport répond, besoin qui ne serait pas encore satisfait, et à quel besoin il ne répondrait pas ? Alors, deux choses. Déjà, le coût supportable par le ménage. 400 €, on peut imaginer un financement à moitié public, en tout cas, le ménage, il aurait à supporter que 200 €, puisque je pense qu'une collectivité peut largement mettre 200 € par ménage. Et 200 €, c'est largement acceptable par un ménage. C'est un benchmark qui a été fait justement sur les plateformes. Si ça coûte que 200 €, les particuliers sont prêts à les mettre. Donc ça répond à cette question, cette problématique, parce que nous, par exemple, on était partis sur des audits énergétiques avec des ingénieurs, des thermiciens. Ça coûtait 1 000 € pour le ménage, et encore le bureau d'études nous faisait un cadeau. En gros, il perdait de l'argent, quoi. Ça coûte plutôt 1 500 € de faire un vrai audit. Donc le fait de ne pas faire de calcul, que le calcul a déjà été fait, de simplifier la démarche, ça allège le coût puisqu'il y a beaucoup moins de temps à y consacrer. Et donc ça répond à un gros problème quand même. Et sinon, là, ce qui manquerait peut-être, ça serait la mise en relation directement avec les corps, les métiers du bâtiment, je sais pas.
Enfin, après, c'est juste une étape dans le processus. C'est l'étape effectivement de conseiller, de hiérarchiser toutes les solutions. Donc, ça répond totalement à notre besoin, en tout cas dans les agences d'énergie ou les espaces info-énergie, enfin les plateformes. Après, je sais pas, ce qui manquerait, c'est peut-être le après. Je sais pas, le suivi des travaux. Après, je n'ai jamais été voir l'outil, comment ça fonctionne concrètement. Je sais pas si on peut... être mis en relation avec des artisans, je sais pas, suivre les travaux. Aujourd'hui, non, tel que c'est développé, mais l'idée, c'était toujours pareil, de pouvoir se plugger à soit d'autres outils, soit de développer des modules supplémentaires. Mais en voyant les initiatives de carnet numérique du logement qui se développent, ce genre de plateforme pourrait totalement être ensuite la bonne donnée d'entrée pour aller récupérer cette brique-là qui est le passeport, la faire vivre cette feuille de route de travaux et qu'elle soit utilisée, puis après remise à jour sur ce genre de coffre-fort numérique du logement. Oui, je rejoins l'idée. C'est vrai qu'on sort du passeport, on a la feuille de route et bon, voilà. Après, il faut aller voir la bonne personne qui va faire les choses correctement. On est un peu perdu ensuite. Enfin, pas perdu, mais on sait où aller, mais on ne sait pas avec qui. On a peur. Après, c'est peut-être pas le rôle tout de suite du P2E, effectivement. Non, mais voilà, est-ce que c'est son rôle ou pas, mais c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir à l'issue. Et c'est pour ça que la phase 3 est voulue réellement comme vraiment portée par les territoires, faite par les territoires, qu'il y ait un maximum d'autonomisation des territoires, puisqu'après c'est leur rôle finalement dans une plateforme aussi territoriale de suivre le dossier d'un particulier, et donc de faire vivre ce document-là. Mais si je peux, une dernière question. Du coup, niveau développement informatique, c'est assez simple, j'imagine, de l'intégrer dans des sites, d'autres sites. Parce que, par exemple, nous, on a fait ça pour des calculateurs sur des aides financières, sur des certificats d'économie d'énergie notamment, où on intègre on utilise par exemple Enerpro ou des calculateurs assez connus qu'on intègre dans des sites de plateformes. Et si c'est facile à développer, à décliner, en fait, je pense que ça peut marcher, parce que le problème, c'est de ne pas multiplier les logos, en quelque sorte, les sites internet, pour que le particulier ne soit pas perdu. Parce que déjà, c'est un truc de dingue entre... rénovationinfoservice.gouv, on vous met en relation avec un conseiller info-énergie, un conseiller ANA, un conseiller plateforme, un conseiller on ne sait pas trop quoi. C'est porté par une EPCI, c'est porté par une association, c'est porté par une ALEC. C'est jamais le même logo. Après, on met en relation avec... c'est vrai que le parcours pour le particulier, quand il se lance, effectivement, les copropriétés, les bâtiments publics, c'est encore autre chose, il y a des professionnels, mais quand on est un maître d'ouvrage d'une maison individuelle, c'est vraiment un parcours du combattant. Et en arrivant à la phase travaux, c'est déjà... vraiment, nous, on est sidérés de voir ça. Et après, voilà, il y a Engie, il y a EDF qui arrive avec ses conseillers aussi. Ils ont des conseillers info-énergie. Je veux dire, c'est très, très, très compliqué pour le particulier de se retrouver dans cette jungle. Et donc, je pense qu'il va falloir vraiment que... cet outil soit bien intégré, bien décliné localement, pour qu'au final les particuliers, ils savent que c'est la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ou la métropole qui va s'occuper de ça, de cet accompagnement, en utilisant P2E. Pourquoi pas, pardon, mais voilà, ça va être très important de bien lier les initiatives locales avec cet outil, pour pas que les gens soient encore plus perdus, même si je sais pas, c'est difficile de faire pire, mais voilà, c'est tout. Merci en tout cas pour votre présentation. C'est l'objectif en tout cas, mais merci. Donc, à moins qu'il y ait d'autres réactions quelque part, c'est vrai qu'il est déjà... Ah, oui, là-bas. Une dernière ? Oui, un mot sur la fameuse poésie qui n'était pas juste une boutade. Effectivement, on voit bien l'utilité de simplification, un certain nombre de diagnostics, etc. Mais on voit bien aussi le risque de réduire la question de l'habitation à la question thermique, et que, évidemment, nous, petits humains, ne sommes ni des lapins, ni des voitures, et qu'on n'a pas besoin ni de terrier, ni de garage, mais de maisons et de milieux, etc. Et que l'habitation est une chose complexe et complète, quoi. Et donc, habiter son monde, ou ne pas habiter son monde,
c'est quand même historiquement la chose qui aujourd'hui se transforme, on va dire, en réchauffement climatique, avec un petit raccourci. Mais c'est quand même ça la base du problème. Donc il faut quand même se méfier de sectoriser comme ça les approches en faisant d'un acte global, l'habitation de son milieu, une question à un moment thermique, isolé par l'intérieur ou par l'extérieur, avec tel ou tel matériau, on n'a pas du tout le même rapport à la surface du mur. Vous parliez d'un beau mur blanc que vous deviez cacher pour isoler, etc. La beauté d'un mur, c'est pas négligeable dans une existence. Et donc si tout d'un coup on se met à balayer tous ces arguments-là, encore une fois, de la manière, de la qualité de l'habitation, alors on déblaye en même temps la question qui, elle, est fondamentale par rapport au réchauffement climatique, c'est celle d'habiter autrement. Parce qu'on peut très bien rénover thermiquement toutes les passoires qu'on veut, tant qu'une personne seule habitera 140 mètres carrés, tant que, etc., on n'aura pas fait avancer beaucoup le schmilblick. Donc, le fond de l'affaire, c'est quand même, on est à combien, dans combien de mètres carrés? Quelle est la convivialité que ça génère? Quels sont les matériaux utilisés pour faire cette fameuse isolation? Est-ce qu'on va le faire en laine de verre ou pas? Combien on va payer la laine de verre? À quelle entreprise? Etc. Et donc toutes ces chaînes-là qui font qu'à un moment on habite dans un monde qui a du sens et qui nous parle parce qu'on sait que tel matériau a du sens pour nous, qu'il a une qualité de texture, etc., que la maison est sympathique, accueillante, que... Voilà, et qu'elle n'est pas 3 fois plus grande que ce dont on a besoin, qu'elle est au bon endroit, etc. Bon. Donc voilà, je pense qu'on voit bien la nécessité de simplifier et d'aider des particuliers à se retrouver dans une jungle technique administrative. Et de l'autre côté, on voit bien le grand risque de techniciser les questions comme celle-là, alors que ce n'est pas tout à fait au hasard. Hein. C'est Hölderlin, un poète allemand au 19e, qui disait « L'homme habite poétiquement la Terre ». S'il le dit au 19e, c'est quand même en pleine phase d'industrialisation, etc. Et s'il fait ce rappel-là, historiquement, c'est pas tout à fait pour rien, c'est qu'il a bien senti que c'est ça le nœud de l'affaire. L'homme habite poétiquement, il n'habite pas techniquement la Terre. Je pense qu'on est loin d'être contre cette idée, en tout cas moi personnellement, et je pense que l'expérience P2E veut pas techniciser le débat. Après, ce que ça propose, l'expérimentation propose d'accompagner sur ces sujets-là, mais sans oublier que on est chez ce particulier, qu'on prend en compte son projet, etc. Après, sur les questions de l'inciter à vivre plus en coloc, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de préconisation, on va dire. Mais oui, tout à fait, je suis d'accord qu'il n'y a pas qu'un aspect. Et l'idée, c'est justement d'embarquer nos impératifs de performance énergétique dans la vie d'une maison, dans le parcours de vie d'une maison. Jacques? Oui, juste pour répondre aussi, puisque j'ai participé à la réunion qu'on a eue à l'Ordre des architectes, et où on a évoqué longuement ces sujets-là, puisque l'Ordre des architectes, au-delà de défendre leur position, on va dire, sectorielle, a pu effectivement donner des arguments très intéressants, comme vous l'avez souligné, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été intégrés dans l'expérimentation d'une manière collaborative et consensuelle. Il y avait une volonté commune de faire ces tests. Bien conscient du côté des architectes, il y avait 16 millions de logements et qu'il n'y avait peut-être pas la capacité au niveau des architectes de faire ces 16 millions de logements en rénovation, et qu'il fallait qu'après le marché finalement trouve sa voie entre les architectes. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas défini passeporteur qu'est-ce que c'était, et que passeporteur, ça reste ouvert encore aujourd'hui. Donc on est bien sur des notions d'intérêt général, de plateforme ouverte, de systèmes qui s'intègrent dans les autres. Il n'y a pas de marque, c'est pas commercial, c'est pour soutenir la massification de la rénovation avec les meilleurs experts qu'il y aura et les différents outils qu'il y aura autour. Merci Jacques, je pense que ce sera le mot de la fin parce que je crois qu'il faut qu'on déguerpisse de la salle.
Donc, merci à tout le monde aujourd'hui. Merci Guillaume, merci Claire aussi.